Europe 1. On de Latte raconte. Christophe Ondelatte. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire vraie qui a inspiré un mythe qui lui-même a inspiré un film, L'Auberge rouge, de Claude Autant-Lara en 1951 avec Fernandel dans le rôle principal. L'histoire d'une auberge, en Ardèche, où les clients au début du 19e siècle disparaissaient un par un. On est allé jusqu'à envisager que plus de 50 clients ont été oxys dans cette auberge rouge. Mais ça c'est le mythe. La réalité risque de vous décevoir, quoiqu'elle soit passionnante. L'auberge a existé, et elle existe encore. C'est l'auberge de Peyrebeil. En 1831, il y a bien eu une enquête criminelle, et les aubergistes ont bien fini guillotinés. Mais on ne peut même pas dire avec certitude qu'un seul client de cette auberge y ait été assassiné. Cette affaire, c'est surtout l'histoire d'une enquête bâclée, l'histoire d'une justice profondément injuste. Pour être honnête, le dossier d'instruction a disparu. Mais beaucoup d'historiens pugnaces sont arrivés à remonter le fil de cette enquête qui a donné naissance à l'un des plus grands mythes de l'histoire criminelle. Voici donc l'histoire vraie de l'Auberge rouge que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Le 12 octobre 1831, un vieux paysan du nom de Jean-Antoine Enjolras quitte sa ferme de la Fagette, à Saint-Paul-de-Tartasse, en Haute-Loire, près du Puy-en-Velay, et s'en va à pied jusqu'à Saint-Cyrgue-en-Montagne, à 22 km, pour acheter une génisse à la foire aux bestiaux. Il fait le tour de la foire, il trouve une bête, il marchande un bon moment, et quand l'affaire est faite, il décide de rentrer chez lui à pied, avec sa génisse au bout d'une corde. 22 km dans l'autre sens, ce qui est assez banal pour l'époque. Et puis vous savez ce que c'est, hein ? Une jeune vache, ça batifole. Alors un coup ça veut brouter, et puis ça va à gauche quand il faut aller à droite, et parfois ça s'arrête net, comme une bourrique. Ça ne veut plus avancer. Bref, il est 5h30, la nuit commence à tomber, et le père Enjolras est encore loin de chez lui. Ça tombe bien, sur la route il y a une auberge, l'auberge de Peyrebeil. Et là, n'imaginez pas un hôtel d'aujourd'hui. Imaginez plutôt une ferme, et à côté un bâtiment pour manger et pour coucher. Les propriétaires, Pierre Martin et sa femme Marie, vivent là avec leurs domestiques, Jean Rochette. Eux, ils sont surtout cultivateurs. Mais comme l'endroit est isolé, et qu'ils aiment bien l'argent, ils ont ajouté cette auberge. Et depuis peu, ils l'ont mise en gérance, ils l'ont louée à un certain Louis Galland. C'est donc Galland qui, ce soir d'octobre 1831, accueille le père Enjolras et sa génisse. Bien le bonjour. Je suis bien à la peine pour rentrer à la Fagette avec ma bête. Serait-il pas possible de passer la nuit ici? De mettre la bête à l'étable? Mais bien entendu, mon brave. Voulez-vous de la soupe? Oh ben c'est pas de refus. Avec un pot de vin, peut-être. À l'auberge de Peyrebeil, les chambres sont à l'étage. Mon brave, quand vous voudrez vous coucher, vous me le dites. Et je vous montrerai votre lit. À dater de ce moment-là, Jean-Antoine Enjolras disparaît. Et comme il est vieux garçon, il n'y a pas de femme ou d'enfant pour s'en rendre compte. En tout cas, pas tout de suite. Mais deux neveux, Jean et Jean-Baptiste, finissent par s'inquiéter. Et ils se mettent à sillonner la route entre Saint-Paul-de-Tartasse et Saint-Cyrgue. Et ils ne préviennent ni le procureur du roi, ni le maire, ni les gendarmes. Non, ils font juste le tour de la campagne à la recherche de leur oncle. Vous n'auriez pas vu un Enjolras? Un vieux monsieur. Il revenait de Saint-Cyrgue, avec une génisse. Il a disparu, c'était le 12 octobre. Personne ne l'a vu. Mais un vieux qui disparaît et des jeunes qui le cherchent, dans le coin où il ne se passe jamais rien, ça fait causer. Au bout de quelques jours, tout le canton se met à parler, sans raison aucune, d'un assassinat
On aurait assassiné ce vieux qui s'appelle Enjolras quelque part sur la route. Et le mobile? Ah, le mobile, on l'a trouvé. Ben, on l'a tué pour le voler. Si on l'a tué à l'aller quand il allait à la foire, on l'a tué pour son argent. Et si on l'a tué au retour, alors c'est pour l'argent qu'il restait et pour la génisse. Pure spéculation entre nous, hein? Mais bon, c'est ça qui se dit dans le coin. À force de battre la campagne, les deux jeunes neveux, 15 jours après, trouvent un témoin. Un gars du coin qui a vu Enjolras sur la route entre Saint-Cirgue et Peyrebeye, avec sa génisse. Alors ça ne fait pas beaucoup avancer les investigations, mais ça veut dire qu'il a disparu après la foire, après avoir acheté la bête. La rumeur va faire le reste et désigner un coupable. Le propriétaire de l'auberge de Peyrebeye, Pierre Martin. Il n'y a pas grand monde qui l'aime, celui-là, dans le coin. La jalousie. Ce Martin, paraît qu'il a un pécule énorme à la banque. Pour quelqu'un installé depuis peu, c'est pas bien normal. Et comment croyez-vous qu'il a amassé tout ça? Hein? À votre avis? Les gens pensent que les Martins sont des détrousseurs, qu'ils détroussent les clients de leur auberge et... Enjolras serait-il leur dernière victime? Ben c'est ce qu'ils pensent. Et ils arrivent à fourrer ça dans la tête des deux neveux, qui 12 jours après la disparition de leur oncle, s'en vont voir le juge de paix. Monsieur le juge, notre oncle, il est allé à Peyrebeye pour passer la nuit. Il n'en est jamais ressorti. Et là c'est parti. Le lendemain, le juge de paix Étienne Filiat-Ducos décide de se rendre à l'auberge pour voir. Une visite informelle, hein, ni une perquisition, ni une audition, pour voir, je vous dis. Et il tombe sur le gérant, Galant. Un sieur Jean-Antoine Enjolras est-il venu coucher chez vous il y a 12 jours environ? Ah non? Je l'ai jamais vu, celui-là. Non? Bon. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, rien. Le juge ne rédige même pas de procès-verbal. On lui parle d'un assassinat, mais il n'y a pas de cadavre. On lui dit que l'oiseau a disparu à l'auberge, mais l'aubergiste ne l'a pas vu. Classé. Une histoire à la noix. Bien le bonjour chez vous. Mais dans le coin, la visite du juge à Peyrebeye ne fait que faire enfler la rumeur. Il n'est pas allé à l'auberge pour rien, non? Il n'y a pas de fumée sans feu. Et patati, et patata. Et pendant ce temps, les deux neveux continuent de courir la campagne à la recherche de leur oncle. Et un soir, à la tombée de la nuit, près du village de Langogne, à la limite de l'Ardèche, ils explorent un ravin au bord de l'Allier, et ils tombent sur le cadavre du tonton, salement amoché. Le crâne cabossé et boursouflé de plaies. Enjolras a été assassiné et jeté au fond d'un ravin. À moins que ce ne soit un accident. Alors, Enjolras a-t-il été assassiné ou s'agit-il d'un accident? Normalement, une autopsie permettrait de répondre à la question. Mais à l'époque, on se contente du docteur du coin qui, lui, se contente d'un examen de surface. Le docteur pense qu'Enjolras a subi une mort violente et que certaines de ses blessures ont été données après sa mort, dans le but de faire croire à un accident. Donc, c'est un assassinat. Et puisque c'est un assassinat, un juge d'instruction est nommé. Et le juge, qu'est-ce que les gens lui disent? Eh bien que c'est le propriétaire de l'auberge de Peyrebeye, repartit. C'est Pierre Martin. C'est lui qui a fait le coup. Tout ça sans preuve. Comme ça, au jugé, aux doigts mouillés. Parce que l'autre est trop riche. Et en faisant complètement fi du fait que l'auberge, c'est pas Martin qui la gère. C'est Galant. Mais ça, tout le monde s'en fiche. Et le juge le premier. Il ordonne l'arrestation de Pierre Martin et tant qu'à faire, de son neveu André. Une semaine plus tard, 3 brigades de gendarmerie débarquent à l'auberge de Peyrebeye.
Bonjour, messieurs, dames. Nous avons un mandat d'amener qui concerne monsieur Martin Pierre et monsieur Martin André. Et au passage, les gendarmes embarquent aussi Jean Rochette, le domestique. Et ils les collent tous les trois dans la même cellule à la maison d'arrêt de l'Argentière. Tout ça, je dois vous dire, se déroule dans un contexte politique particulier. La monarchie de Juillet, qui gouverne le pays depuis un an, est de plus en plus contestée. Il y a des révoltes un peu partout dans le pays, et notamment dans ce coin du plateau ardéchois. Un exemple, les paysans du coin jusqu'ici étaient autorisés à couper du bois en forêt. Eh bien maintenant c'est interdit, et à l'approche de l'hiver, ça passe très mal. Alors on a mis le feu à la scierie de monsieur le maire, le propriétaire de la forêt de Boson, et d'autres feux se sont déclenchés spontanément de ci, de là. Tout ça pour dire que le pouvoir, en ce moment, a besoin de marquer son autorité. Et les Martins se retrouvent otages de cette démonstration de force. La preuve, cette lettre datée de fin novembre, signée du sous-préfet de l'Argentière. Il serait à souhaiter qu'on pût faire un exemple parmi ces sauvages sylvains. Eh bien, les Martins feront office de sauvages sylvains, puisque monsieur le sous-préfet veut faire tomber des têtes. En attendant, les autorités ayant fort à faire, Martin, son neveu et son domestique croupissent en prison. Et puis, le temps passant, Martin finit par rédiger une procuration pour permettre à sa femme Marie, restée libre, de gérer ses affaires et ses comptes en banque. Et voilà que le 8 mars, les gendarmes sont de retour à Peyrebeil. Madame Marie Bresse-Martin, au titre du mandat d'amener à l'arrestation dont nous sommes en possession, nous vous arrêtons. Et Marie Martin rejoint toute la Smala à la prison de l'Argentière. 4e inculpée pour le meurtre d'Enjolras. Mais pourquoi elle? Y a-t-il du nouveau dans l'enquête? Quelque chose qui l'implique, elle, qui l'accuse? Un témoignage peut-être? Non. Toujours la rumeur. En tout cas, maintenant que les époux Martin sont en prison, Louis Galland, le gérant de l'auberge, décide de ne plus payer le loyer. Quand Pierre Martin apprend ça, du fond de sa cellule, il se met dans une colère noire. Et il assigne Galland devant le tribunal de commerce. Et il obtient gain de cause. L'autre est obligé de lui payer les loyers. Au passage, voilà l'une des explications de l'impopularité des Martins dans le canton. Ce sont des procéduriers. Ils ne laissent rien passer. Et pourtant, Pierre Martin est illettré, mais quand il s'agit d'argent, de ses prêts, de son auberge, c'est un rapia. C'est comme ça qu'il s'est constitué ce patrimoine qui rend tout le canton fou de jalousie. Plusieurs corps de ferme, des terres alentours, et aussi d'autres champs et d'autres prairies plus éloignées. Et bien sûr son auberge. Bon, n'exagérons pas non plus, hein. C'est pas Crésus, Martin. Il y en a d'autres tout aussi riches dans le canton. À part ça, où en est-on de cette enquête? Ça fait des mois que les Martins croupissent en prison, et leurs domestiques avec. Est-ce qu'il y a du nouveau? Est-ce que le juge a trouvé des preuves de leur implication dans le meurtre d'Enjolras? Il n'a pas chômé, ça c'est sûr. Il a entendu des dizaines et des dizaines de témoins, qui tous évidemment parlent en patois. Les gens dans ce coin-là, à l'époque, ne parlent pas le français. Donc, il raconte en patois, et le juge rédige son procès-verbal en français, c'est la loi. Ce qui fait qu'au moment de signer, les témoins ne sont pas capables de lire leur propre déposition. Ils signent et puis c'est tout. Je vous fais confiance, hein, monsieur le juge? Tout ça pour dire que le dossier Enjolras est géré à la vas-y comme je te pousse. À la décharge du juge, en 1832, il n'existe aucun manuel d'instruction. Le premier manuel ne paraîtra que dans 4 ans. Alors, en attendant, il improvise. Son enquête, en tout cas, dure longtemps. 11 mois. Et au bout de 11 mois, entre nous, le juge ne sait pas grand-chose. Est-ce qu'Enjolras est passé par l'auberge de Peyrebeil? Même ça, il n'est pas capable de le dire avec certitude. Si ça se trouve,
L'autre n'est jamais allé dans cette auberge. En revanche, il a trouvé des témoins qui disent qu'ils ont vu Pierre Martin transporter le cadavre d'Enjolras. C'est mal parti pour l'aubergiste. Parce que pour l'instant, dans ce dossier d'enquête, qu'est-ce qu'il y a? Pas grand-chose. Si ce n'est ce témoin qui dit avoir vu un homme avec une génisse marchant sur le bord de la route. Mais rien ne dit que c'était bien Enjolras. Un homme avec une génisse, un jour de foire aux bestiaux. Ça n'a rien de rare. Et puis il y a ces gens du hameau voisin qui disent qu'ils l'ont vu rentrer dans l'auberge de Peyrébeil et ne jamais en ressortir. Pourquoi pas? Même si on peut supposer que ces témoignages sont surtout nourris par la jalousie. Mais là encore, il y a un problème. Si Enjolras est allé à l'auberge pour la nuit, c'est pas sur les Martins qu'il est tombé. Les Martins sont les propriétaires de l'auberge, mais ça n'est pas eux qui la gèrent. C'est Louis Galland. Alors pourquoi focaliser l'enquête à ce point-là sur les Martins? Hein? Parmi les gens qui accusent les Martins, il y a aussi l'un de leurs journaliers. Mais est-ce qu'il n'a pas un compte à régler avec ses employeurs? Est-ce qu'il ne profite pas de la mort d'Enjolras pour se débarrasser de ses patrons? Le juge a aussi reçu le témoignage de 2 gardes forestiers. Ils prétendent avoir reçu les confidences de la lingère des Martins, Marie Armand. Monsieur le juge, la petite Armand, elle nous a dit qu'elle avait vu Enjolras entrer dans la maison, le soir du 12 octobre. Ah oui? Et après, messieurs? Après, elle nous a dit que sa patronne, Madame Martin, elle avait demandé de ne jamais parler des bruits et des cris qu'elle avait entendus dans la nuit. Le juge, immédiatement, convoque la lingère. Il l'avait déjà interrogée. Elle n'avait absolument pas dit ça. Et d'ailleurs, elle dément. Elle dément formellement. Tout ça, ce ne sont que des menteries. Des menteries, je vous dis. Et tout le reste de l'enquête est du même tonneau. Des on-dit, des commérages, mais rien de cohérent. Et surtout rien de vérifié. En face, bien sûr, les accusés Martin ont peu de moyens de se défendre. Ils ont pris un avocat, mais ils ne le voient pas. Ils ont été interrogés plusieurs fois par le juge, mais très rapidement. Ils ont répondu non à tout. Le procès verbal qu'ils ont signé ne fait pas plus d'1 page. Qu'importe, le juge s'est fait sa conviction. L'assassinat a eu lieu à l'auberge de Peyrébeil dans la nuit du 12 au 13 octobre. Il est un peu ennuyé de ne pas pouvoir dire comment les choses se sont passées, mais elles se sont passées à l'auberge. Ça, il en est sûr. Et après, hein? Comment le corps se retrouve-t-il sur les bords de l'Allier 13 jours plus tard? Le juge réinterroge ces témoins qui prétendent avoir vu la nuit du crime Pierre Martin et Jean Rochette transporter un cadavre. Ils ont un peu changé d'avis. Ils ont bien vu 2 hommes qui traînaient un cadavre sur un cheval. Mais en vérité, monsieur le juge, on n'a pas vu leur visage. C'est ennuyeux, ça. Vous êtes sûr? Bah oui. Ils sont sûrs, ils n'ont pas vu leur visage. Bien. Décidément, dans cette affaire, il n'y a pas grand-chose de concret. Alors le juge fait un geste. Il consent à blanchir le neveu André de l'accusation de meurtre. Il n'habite pas là. On peut admettre qu'il n'était pas dans le coup. Mais les 3 autres, le couple Martin et le domestique, il est bien décidé à les faire juger pour assassinat. Assassinat au pluriel. Car c'est une originalité de ce dossier. En apprenant que le couple Martin est dans le sac, tout un tas de gens se mettent à les accuser de tout un tas de choses, qui pour certaines remontent à des années, dont personne ne s'était plaint jusqu'ici. Un certain Michel Hugon, par exemple, vient voir le juge. Voilà, monsieur le juge. Il y a 7 ans de ça, je rentrais de la foire de Jaujac. Je me suis arrêté pour coucher à Peyrébeil, à l'auberge des Martins. Et ben voilà, j'ai échappé de peu à la mort. Ah oui? Et que s'est-il passé précisément? J'ai eu la bêtise de dire que j'avais une bourse pleine sur moi. Alors, voilà qu'en quittant l'auberge,
le tavernier m'attendait dans un coin et qu'il a commencé à me frapper à coups de pioche. Je me suis défendu, j'ai crié. Et c'est alors que Rochette, leur domestique, est arrivé et il disait à son patron « Tape plus fort, tape plus fort !» Par chance, j'ai pu m'enfuir. Hugon dit par ailleurs que ce soir-là, il y avait 8 clients dans cette auberge. Pensez-vous que le juge se mette à chercher ces 8 clients? Eh ben pas du tout. Il ne lui demande pas non plus pourquoi Hugon a attendu 7 ans pour se plaindre d'une tentative d'assassinat. Il retient que c'était une pioche, que le motif c'était l'argent, et ça lui va bien. Et après se présente un certain André Leyre, qui lui aussi vient de retrouver la mémoire. C'était il y a 4 ans. Je rentrais de la foire. J'ai dormi sur un tas de foin à l'auberge de Pays-Réveil. En pleine nuit, un homme est rentré dans la grange. Il m'a tiré par les pieds. Comme des charrettes sont passées, il a dû me lâcher. Mais j'ai reconnu que c'était Martin. En partant, il m'a dit que c'était une sacrée chance que du monde soit passé. Le juge se frotte les mains. Et un témoignage de plus. Il ne se demande pas pourquoi Leyre dormait sur un tas de foin, dans une auberge. Il ne va pas vérifier, dans le registre, si ce soir-là il était vraiment client. Il n'envisage pas une seconde que l'autre ait pu squatter le tas de foin et que Martin l'ait tiré par les pieds parce qu'il n'avait rien à faire là. Il ne retient qu'une tentative de meurtre, de plus. Voilà tout. Et il y en a d'autres comme ça, qui ont des souvenirs qui remontent et qui viennent, les uns derrière les autres, nourrir un mythe selon lequel, à l'auberge de Pays-Réveil, les clients disparaissent d'un par heure. Ils sont mal partis, les Martins. Ils sont très mal partis. Le juge arrive au bout de son enquête et il décide de renvoyer Pierre Martin, sa femme Marie et le domestique Rochette devant la cour d'assises pour 7 crimes. Il n'a rien vérifié des derniers témoignages, mais qu'importe. C'est écrit dans son rapport. Ils ont commis 7 crimes. La Cour royale de Nîmes, chambre d'accusation, a fait le rapport de la procédure instruite contre Pierre Martin, Marie sa femme, Jean Rochette son domestique, demeurant à Pays-Réveil. Les surnommés sont auteurs ou complices d'un assassinat commis dans le mois d'octobre 1831 sur la personne du nommé Enjolras. Martin et Rochette d'une tentative d'assassinat contre le nommé Hugon. Pierre Martin d'une tentative d'assassinat sur le nommé Leyre. Pierre Martin, Marie Martin et Jean Rochette de tentative d'assassinat sur un jeune homme inconnu il y a 6 ans. Vous noterez qu'on leur reproche l'assassinat d'un inconnu. Celle-là, c'est la meilleure. Mais c'est pas tout. Tant qu'à faire. Les gens se sont plaints aussi de nombreux vols. Marie aurait volé un objet qu'un client lui avait donné à garder. Pierre Martin aurait volé 60 francs à un autre client, il y a 4 ans et demi. Et il aurait aussi volé un mouton à un certain Jean Sabaton. Alors, on va les poursuivre pour tout ça aussi. Paquet cadeau. Le juge est une vraie calamité. Il n'a rien vérifié. Il se contente de ragots, de témoignages foireux. On pourrait en rire si au bout, en point de mire, à la fin de cette histoire, il n'y avait pas la guillotine. Possiblement la guillotine. Le procès du couple Martin et de Jean Rochette s'ouvre le 18 juin 1833 devant la cour d'assises de Nîmes. Et, fait exceptionnel, il va durer 7 jours. Dans la salle, il y a du monde, mais notez-le bien, il n'y a aucun journaliste. Le premier article sur cette affaire ne paraîtra que le 11 juillet, c'est-à-dire dans 3 semaines. Au début, on fait le portrait des accusés. Et le portrait que l'on fait de Marie Martin est absolument redoutable. On dit que c'est elle qui porte la culotte. On dit que c'est elle qui tient les cordons de la bourse. Et en 1833, une femme, ça ne se fait pas. Et tant qu'à faire, on lui prête un amant. Et qui donc? Le petit Rochette, le domestique. Femme de peu de vertu, avec ça. Et ensuite on parle d'argent, de leur argent, de leurs écuries, de leurs remises, de leurs grands logements, du fait qu'ils étaient paysans et que d'un coup ils sont devenus propriétaires. À un moment donné, on sort des chiffres, bien sûr, des relevés de banque, des titres de propriété. Ah bon? C'est tout.
Z'ont pas plus que ça? Eh ben non, z'ont pas plus que ça. Les Martins sont loin d'être les plus riches du canton. Et puis c'est le défilé des témoins. Ah, les témoins. Figurez-vous qu'entre-temps, l'un des témoins est mort. Eh bien qu'importe, un autre vient parler à sa place, il vient dire ce qu'il aurait dit. On parle aussi sans vergogne, pendant ce procès, d'une affaire dont je ne vous ai pas encore parlé. D'abord parce qu'elle est délirante, et surtout parce qu'elle est prescrite. Elle remonte à il y a 18 ans. Un marchand juif fortuné aurait disparu à Peyrebeil. D'après ce qu'on dit. Il n'y a pas eu d'enquête, et c'est une rumeur. Mais on en parle pendant le procès. Et puis arrive le moment où on ouvre le dossier de l'assassinat d'Enjolras. Et on fait venir tous les témoins. Ceux qui ont vu notamment 2 hommes transportant un cadavre sur le dos d'un cheval. Et aussi un témoin qui a vu passer le corps sur une charrette tirée par des bœufs. Alors c'est un cheval ou ce sont des bœufs? Même les avocats des accusés ne trouvent rien à redire là-dessus. Mais à la fin des témoignages, franchement, logiquement, on devrait les acquitter. Mais là, se produit un coup de théâtre. Un type déboule devant la cour d'assises. Il s'appelle Laurent Chaz, il est mendiant, il a des choses à dire. J'ai dormi dans la grange de l'auberge de Peyrebeil, la nuit du crime. Et là, j'ai vu un homme. Je ne le connaissais pas. Et j'ai parlé avec lui. Il avait perdu sa génisse. Et là, 3 hommes et une femme sont entrés dans la grange. J'ai pu entendre les cris de cet homme. Ils l'ont forcé à avaler une potion, un truc, un poison. Et puis ils l'ont maintenu. Ils ont donné des coups de barre de fer. Une fois mort, ils ont emporté le corps. La cerise sur le gâteau. Un témoignage spontané qui donne à l'accusation tout ce qui lui manquait, car le mendiant ce coup-ci désigne Pierre Martin nommément. Et personne ne se demande pourquoi Martin aurait fait dormir ce mendiant dans la grange où il comptait assassiner Enjolras. Ni pourquoi il ne s'est pas débarrassé du mendiant après avoir tué Enjolras, puisqu'il avait tout vu. Les avocats de Martin sur le coup sont furieux. Ce Chaz est un claboteur professionnel. C'est une conscience avinée. C'est un cerveau peut-être malade. Et notons qu'on ne vérifie pas si ce Chaz a bien dormi à l'auberge cette nuit-là. Pourquoi faire, puisqu'il le dit? À la fin, le délibéré des jurés de la cour d'assises dure longtemps, jusqu'à 1h du matin. Pierre Martin et Jean Rochette sont condamnés pour assassinat, Marie Martin pour complicité, et on leur colle tous les 3 des vols en veux-tu en voilà. Et la peine? Eh ben la guillotine, pardi. Ils seront décapités, tous les 3. La cour n'hésite que sur le lieu où les 3 têtes seront tranchées. Dans la cour de la prison ou en place publique? Légère hésitation, et puis finalement ce sera en place publique. Et où? Eh bien pourquoi pas devant l'auberge? Ça aurait de la gueule, ça donnerait l'exemple, ça ferait plaisir aux gens du coin. Le trio pour la forme se pourvoit en cassation, rejeté, le jour même. Et il ne reste plus qu'à espérer une grâce royale. Les Martin et Jean Rochette écrivent donc au roi Louis-Philippe, par le biais de son garde des Sceaux, lequel garde des Sceaux écrit une note au roi lui suggérant de ne pas accorder cette grâce. Les Martin, Majesté, sont depuis des années la terreur du pays. En 1831, ils ont tué un riche paysan. La rumeur publique leur imputait de nombreux assassinats. En conséquence, j'ai l'honneur de proposer à votre Majesté de laisser libre cours à la justice. Donc, il n'y a plus qu'à. Le 1er octobre 1833, on emmène la guillotine sur une charrette à Peyrebeil. On l'installe pile devant la porte d'entrée de l'auberge. Et le 2 octobre au matin, on fait venir les 3 condamnés. Et si on en croit les gazettes de l'époque, il arrive 4000 personnes pour assister à leur exécution.
4000 personnes au beau milieu de la campagne. On fait tomber la tête de Marie, puis celle de Pierre, et en dernier celle de Jean Rochette, le domestique. Certains prétendent qu'avant de mourir, Rochette a crié Mais mon Dieu! Que m'avez-vous fait faire? Autrement dit, il aurait avoué, à la dernière seconde. On les enterre tous les trois au cimetière du village, et notez que dans la nuit, on en ressort les 3 têtes, pour une drôle d'opération, pour prendre l'empreinte de leurs 3 crânes, au nom d'une pseudo-science qu'on appelle à l'époque la phrénologie, et qui prétend révéler les caractères des hommes à partir des bosses sur leur crâne. On en fait donc 3 moulages qui ont survécu, figurez-vous. Et on peut les voir aujourd'hui au musée Crozatier du Puy-en-Velay. Si vous passez par là, et d'ailleurs, vous pourrez aussi aller dormir à l'auberge de Peyrébeil. Eh oui, elle existe toujours. Et vous en trouverez 2 pour le prix d'une. Business is business. C'est une sorte de Disneyland du crime où l'on peut venir sentir et ressentir les effluves d'un crime qui peut-être et sans doute n'a jamais eu lieu. 47 € la chambre en basse saison, 69 € en haute saison. 4 étoiles sur TripAdvisor. Allez-y si vous voulez, mais ne vous faites pas avoir. Si ça se trouve, on n'a jamais tué personne dans cette auberge. Sauf 3 personnes, un matin d'octobre 1833. L'aubergiste, sa femme et leur domestique, guillotinés pour l'exemple. Alors s'il vous plaît de dormir au pied de la guillotine, c'est vous qui voyez. En tout cas, cette histoire est maintenant disponible en podcast. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour une nouvelle affaire criminelle. Ondelat raconte. Christophe Ondelat. Voici l'histoire d'une terrible trahison. La trahison d'une confiance absolue. L'enquête sur le meurtre en 2014 en Ardèche de Magali Delaveau. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard. Réalisation, Céline Lebras. Europe 1. Christophe Ondelat. Gendarmerie, j'écoute. Oui, bonjour. Voilà, je m'appelle Jérôme Faye. Je suis très inquiet, je suis sans nouvelles de ma compagne, Magali Delaveau. Ça fait des heures que je tourne en rond dans mon salon. Hier soir, elle travaillait, elle gardait des enfants et elle n'est pas rentrée, quoi. Je sais pas quoi faire. Bon, écoutez, monsieur, je fais passer le message à toutes les patrouilles. Je vous tiens au courant, hein. Cette scène se déroule au beau milieu de la nuit du 13 au 14 novembre 2014 à Saint-Cierges-sous-le-Cheylard, en Ardèche. Les gendarmes quadrillent les alentours du village, en voiture. Rien à signaler. Toujours en pleine nuit, Jérôme Faye appelle sa belle-sœur. Toi non plus, t'as plus de nouvelles? Mais non. Qu'est-ce qui se passe, Jérôme? J'en sais rien, écoute, elle est partie travailler hier soir. Elle gardait les enfants du docteur chez qui elle travaille. Tu sais, Coralie Ponce. Et ben depuis, je l'appelle, elle répond pas, quoi. Elle est toujours pas rentrée. Je sais pas trop quoi faire. Et la nuit passe, et la matinée du lendemain, aucune nouvelle de Magali. Ça n'est que le lendemain, vers 15h, que ça bouge, avec l'appel d'un automobiliste à la gendarmerie. Dites, il y a eu un accident dans un virage. Une voiture, une Golf, verte, elle est encastrée dans un arbre, elle est complètement carbonisée. Et surtout, il y a un corps, a priori, à l'intérieur. Un corps complètement brûlé. Oui, calciné. Les gendarmes immédiatement se rendent sur place. L'accident a eu lieu à 1 kilomètre du domicile de Magali. 1 kilomètre. Et effectivement, dedans, il y a un corps entièrement brûlé. Et ce corps est étrangement installé, non pas côté conducteur, mais côté passager. Ouais, salut, c'est pour une immatriculation. Tu peux la passer au fichier, s'il te plaît ?
Le gendarme donne le numéro de la plaque. Alors, le véhicule appartient à Delaveau Magali. Je répète, Delaveau Magali. Autrement dit, la jeune femme de 28 ans dont on leur a signalé la disparition la nuit dernière. Sur le cadavre, les gendarmes prélèvent immédiatement 2 petits objets, une bague et un piercing. Et ils vont les présenter à Jérôme Faille. C'est à elle. Elle est morte. Elle est morte, c'est ça? Oui, monsieur, oui. Un accident de voiture. Et là, Jérôme fait un malaise. Au point où on en est, il faut que je vous explique quelque chose. Dans les films, dans les feuilletons à la télévision, souvent, les voitures prennent feu dans les accidents. Mais en réalité, c'est très rare. C'est très rare qu'une voiture s'enflamme. Ou alors il faut un très gros choc, très gros. Et là, vu l'état de la voiture, le choc n'a pas été énorme. Hein. Le capot est à peine déformé. Et ça n'est pas la seule bizarrerie de cet accident, outre le fait que la victime est sur le siège passager. Regarde, il n'y a pas de trace de freinage. Il n'y en a aucune. Donc, si on résume, on a une voiture qui vient s'encastrer dans un arbre à petite vitesse. Hein? On a une victime qu'on retrouve sur le siège passager, alors que le conducteur ou la conductrice est envolé. À mon avis, hein, c'est pas un accident, ça. C'est pas un accident. Pour être clair, ça sent la mise en scène à plein nez. Et ça se confirme avec le résultat des relevés effectués par les TIC, les experts de la gendarmerie. Écoute, il y a clairement des traces d'hydrocarbures dans l'habitat, là. Ouais, sur le sol alentour au niveau des 4 pneus. Donc ça veut dire que, à ton avis, cette voiture, on y a mis le feu. Ben, c'est exactement ça. Donc c'est pas un accident. Eh ben donc, oui, t'as raison, c'est pas un accident. Et s'il restait un doute, l'autopsie vient le lever. Bon, j'ai examiné les poumons de la victime. Elle n'a pas inhalé de fumée, hein, ce qui veut dire qu'elle n'est pas morte dans la voiture en feu. Hein. Elle est morte avant. Et elle est morte quand? Eh ben, dans la soirée du 13. Donc maintenant, c'est sûr, c'est un meurtre vaguement maquillé en accident. Mais très vaguement, hein. Le tueur n'est pas un pro. S'il pensait embrouiller les gendarmes avec son accident à la noix, mais quel gros naze! Monsieur Faye, je sais que pour vous c'est très dur. Est-ce que quelqu'un en voulait à votre compagne? Non. Personne, enfin, je crois pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur elle? Vous êtes marié? Non, on était juste paxés. Et puis on a un petit garçon de 2 ans. Et elle faisait quoi comme métier, votre compagne? Au début, elle gardait les enfants du docteur Ponce. C'est le médecin du village et après, en plus, elle l'a embauché comme secrétaire. Puisque c'est un meurtre, évidemment, les gendarmes du coin passent la main à la brigade de recherche de Tournon-sur-Rhône. Assez basiquement, les gendarmes de la BR commencent par reconstituer l'emploi du temps de Magali. Et là, ils tombent tout de suite sur un os, en interrogeant le docteur Coralie Ponce qui employait Magali. Dites, docteur, vous lui avez demandé de venir garder vos enfants ce soir-là? Ah non, absolument pas. À aucun moment. Mais non, à aucun moment. Étrange, parce que le compagnon Jérôme a dit qu'elle travaillait chez elle hier soir. Du coup, 2 hypothèses. Soit c'est elle qui a menti, soit c'est lui qui ment.
Il y a toujours un moment dans les enquêtes criminelles où le mari est soupçonné. Le procureur ordonne donc la perquisition du domicile de la victime et de son compagnon, à la recherche bien sûr de taches de sang qui auraient pu être effacées, puisque Magali n'est pas morte dans cet accident de voiture. Les gendarmes pulvérisent leur produit miracle, le Blue Star, dans toute la baraque. Nada. Pas la moindre trace de sang. En revanche, ils tombent sur une bizarrerie. Dis, regarde, là. C'est pas son sac à main, ça? Dites, monsieur, vous confirmez que c'est le sac à main de votre femme, là? Ah oui, oui. Oui, c'est le sien. Interrogé dans les locaux de la gendarmerie, Jérôme Faye répète ce qu'il a toujours dit. Magali m'a dit qu'elle devait garder les enfants du docteur. Et elle est partie de la maison vers 9h15, au volant de sa voiture. Je comprends pas ce qui s'est passé. Je comprends pas non plus pourquoi elle a laissé son sac à main à la maison. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait ce soir-là, monsieur Faye? J'ai gardé mon fils. Il a 2 ans. Et à partir de quand est-ce que vous vous inquiétez? Quand je lui envoie des SMS et qu'elle répond pas. Regardez sur mon téléphone. Passez-le-moi, monsieur Faye, passez-le-moi. Alors voyons. 21h41. Bon courage pour le travail, je t'attends pour aller me coucher. Ok. 22h49. C'est tard, en plus tu bosses demain. Courage. D'accord. Et puis alors donc 23h. J'ai pas de news. Qu'est-ce qu'il y a? Réponds. Et donc enfin 23h20. Oh. Donc là vous adressez à elle, vous êtes inquiet manifestement. Qu'est-ce qu'il y a? Réponds. Honnêtement, il a l'air de bonne foi, ce garçon. Ça serait donc elle qui aurait inventé cette sortie nocturne. Un amant, peut-être? À la recherche d'un amant caché, les gendarmes se penchent alors sur l'histoire du couple. Ils se sont rencontrés il y a 4 ans et demi, durant l'été 2009. Magali, qui a grandi sur l'île Dieu, où vivent ses parents, est venue en vacances en Ardèche avec 3 copains. Et un jour, ils sont partis en excursion en autocar. Et Magali est tombée raide dingue du chauffeur de car. Et ce chauffeur de car, c'était Jérôme. Et quand je dis raide dingue, le week-end suivant, Jérôme débarque sur l'île Dieu. Et ça se passe tout de suite très bien avec les parents de Magali. Le père est mécano, comme Jérôme. Ils se paxent, un bébé suit, ils construisent leur maison en Ardèche. Voilà donc un couple d'apparence très ordinaire. Mais vous savez ce que c'est que les apparences, hein? Elles sont parfois trompeuses. Toujours? Ah ben non, non. Vous exagérez. Quoique. Retour à l'enquête. Jérôme Faye annonce: je veux le retrouver, celui qui a fait ça, putain! Je peux vous dire que ça ira mal pour lui. Hein. Si je le retrouve, je donne pas cher de sa peau. Et il va voir direct les gendarmes. Il faut que vous me réentendiez. J'ai des choses à vous dire. Très bien, monsieur, très bien, asseyez-vous, je vous écoute. Bon, d'abord, je veux vous dire avec beaucoup de franchise, que ça allait pas si bien que ça dans notre couple. Depuis la naissance de notre fils, disons que elle m'avait un peu oublié, quoi. Il n'y avait plus que le gamin qui comptait. Et moi, je suis passé au 2e plan. Même au lit, si vous voyez ce que je veux dire. Poursuivez, monsieur, poursuivez, vous avez l'air d'avoir encore quelque chose à dire. Elle est devenue très distante. Et à un moment, je me suis dit peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre. Vous voyez, je vous cache rien. Hein.
Et ce possible quelqu'un d'autre, monsieur Fay, vous avez une idée de qui ça pourrait être? Elle me parlait souvent d'un interne en médecine au cabinet où elle travaillait. Et moi, j'ai remarqué qu'à partir de ce moment-là, elle n'a plus voulu que je regarde son téléphone portable. Elle le laissait plus traîner comme avant. Elle l'avait tout le temps dans sa poche. Concrètement, monsieur Fay, vous dites que cet interne était possiblement un amant? Oui. Oui, c'est ça. Mais vous n'en avez pas la preuve. Mais je n'en ai pas la preuve. Donc la piste de l'amant se confirme. Mais si vous connaissez un peu la vie, est-ce que les maris n'ont pas tendance à penser que leur femme les trompe? Et les femmes que leur mari les trompe? C'est vieux comme le monde, hein? La jalousie dans un couple. Et toujours si vous connaissez un peu la vie, vous savez que parfois c'est vrai, mais que souvent c'est faux. Et là c'est faux. L'interne est identifié, il est interrogé, le 13 au soir, il était à Lyon. Certain. Et donc il n'y est pour rien. Et ça n'est pas avec lui qu'elle était. Et au vu des SMS qu'il échangeait avec Magali, il n'était même pas son amant. Je vous l'ai dit, arrêtez de voir des maîtresses ou des amants partout. La jalousie est mauvaise conseillère. Du coup, pourquoi est-ce que Jérôme Fay est venu voir les gendarmes pour les mettre sur une fausse piste? Il croyait peut-être sincèrement que l'interne était l'amant de Magali. Ou pas. Il a peut-être inventé cette histoire de partie de jambes en l'air qu'elle lui refusait, de téléphone portable qu'elle lui cachait. Elle n'est plus là à les vérifier. Retour de Jérôme le compagnon dans le collimateur. Quelques jours plus tard, Jérôme Fay invite ses beaux-parents, les parents de Magali, et son beau-frère, à déjeuner chez eux. Enfin, chez lui désormais. Et il leur fait une drôle de révélation. Il faut que je vous dise quelque chose. J'ai une relation avec quelqu'un d'autre et ça fait 2 mois que ça dure. La tête des beaux-parents. Mettez-vous à leur place. À peine enterré, déjà remplacé. Et là, la mère pète les plombs. Mais c'est toi! C'est toi qui l'as tué! Mais non! En revanche, si vous voulez rencontrer ma copine, je peux la faire venir maintenant. Mais il est con comme une valise sans poignée, ce mec. Il veut faire venir sa maîtresse à un déjeuner avec ses beaux-parents dont la fille a été assassinée. Les parents se lèvent. Bon, on va y aller. On n'a plus rien à faire ici. Et en sortant, ils vont voir tout droit les gendarmes. Et les gendarmes convoquent à nouveau Jérôme Fay. Bien, monsieur Fay, vous nous avez dit que votre femme avait possiblement un amant, ce qui s'est avéré faux. Et voilà que nous apprenons par vos beaux-parents que c'est vous qui avez une maîtresse. Pourquoi est-ce que vous ne nous l'avez pas dit? Allez-y, expliquez-moi. En fait, c'est pour ça qu'elle me délaissait. C'est parce qu'elle savait que je voyais une autre femme. Mais je tiens à préciser que cette femme, c'est pas ma maîtresse. Hein. On couche pas ensemble. On n'a jamais couché ensemble. On s'entend bien, c'est tout. On parle beaucoup ensemble. Oh là là, quel sac de nœuds. Bon, du coup les gendarmes décident d'entendre la miss. Et elle confirme. Au début, c'était juste une connaissance. Et puis on s'est rapprochés un peu plus au cours des 2 derniers mois. Il s'est confié à moi. On discutait. Mais on s'était dit qu'on n'irait pas plus loin ensemble. Et Jérôme Fay est donc pour vous une relation amicale, c'est ça? C'est exactement ça. En plus, moi je la connaissais, Magali.
Jérôme me l'avait présenté. Pop, 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 pop. Vous y croyez, vous, à cette amitié platonique? Pas trop, hein? Eh ben moi non plus. Les gendarmes décident de se faire remonter la téléphonie des deux oiseaux. Le relevé du portable de Jérôme et celui de sa soi-disant copine. Et là, ils tombent de l'armoire. Ah, ils sont bien foutus de notre gueule, là, tous les deux. Vous savez combien ils se sont appelés et échangés de SMS, tous les deux? Moi, je sais pas, moi, 50, 100, 4800. Vous entendez? 4800, c'est quand même beaucoup pour des gens qui couchent pas ensemble, non? Les gendarmes décident alors de poursuivre l'exploitation de leurs téléphones portables respectifs. Et ils découvrent qu'ils passaient beaucoup de temps ensemble, puisque leurs téléphones bornent souvent au même endroit. Et le plus étonnant, c'est qu'ils se voyaient dans des zones de montagne, dans des endroits reculés. Pourquoi? Pour lire la Bible? Pour parler de la pluie et du beau temps? Ou plus sûrement pour faire crac-crac dans les fougères? Ils sont amants! Les gendarmes en sont maintenant certains. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant dans le bornage du téléphone portable de Jérôme Faille. Le soir de la mort de sa compagne Magali, le téléphone de Jérôme a accroché à 22h25 une borne qui se situe pile à l'endroit où le cadavre de Magali a été retrouvé. Et pile au moment où il lui a envoyé des SMS inquiets pour lui dire « Mais où es-tu, ma petite chérie? Appelle-moi, ma petite chérie !» Vous voyez où je veux en venir? Il ment. Il ment depuis le début. Et les gendarmes se disent « Comme vous? Comme moi ?» Ben c'est lui. C'est forcément lui. Autre chose de très intriguant. Le soir de la soi-disant disparition de Magali, c'est-à-dire le 13 novembre, Jérôme et sa petite amie, bonne sœur soi-disant, se sont appelés à 18h07. Et leur conversation a duré 13 minutes. Si on part de l'hypothèse que Jérôme Faille a tué Magali, est-ce qu'elle ne serait pas sa complice? Les gendarmes décident de les placer tous les deux en garde à vue. Bien, madame. Il va falloir arrêter de nous raconter des sornettes. Vous êtes la maîtresse de Jérôme Faille. D'accord, oui. Enfin, on a couché qu'une seule fois ensemble. Elle nous prend vraiment pour des jambons, hein, maman? Enfin, vous en connaissez, vous, les maîtresses qui ne couchent qu'une seule fois. Quel serait alors l'intérêt d'avoir une maîtresse? Mademoiselle, quelques heures avant le meurtre de Delaveau Magali, à 18h07 précisément, vous avez eu une conversation avec Faille Jérôme d'une durée de 13 minutes. Est-ce que vous vous souvenez de quoi vous avez parlé? Non. Non, je me souviens pas du tout. Non. De toute façon, je vous le dis très clairement. Moi, j'ai rien à voir avec la mort de cette fille, hein, rien du tout. De toute façon, le soir du meurtre, j'avais cours de sport jusqu'à 9h du soir. Vous pouvez vérifier, il y a des tas de gens qui m'ont vu. Donc, elle a un alibi jusqu'à 21h. Mais pour être franc avec vous, à ce stade, les gendarmes pensent qu'elle n'est pas dans le coup. Et donc, ils la laissent repartir. Maintenant, passons dans le bureau d'à côté où Jérôme Faille est interrogé. Bien, monsieur Faille, nous avons maintenant la certitude que la relation que vous avez avec cette jeune femme n'était pas platonique, ainsi que vous nous l'avez dit. Du coup, monsieur Faille, on est tenté de penser qu'il y a là un mobile, hein?
une raison de tuer votre compagne. Vous y êtes pas du tout. C'est vrai que cette femme, je lui envoyais des textos, mais c'était un délire. Moi, je savais que mon avenir, c'était avec Magali. Parole, 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 les gendarmes n'en croient pas un mot. Et de toute façon, à ce stade, ils n'ont pas encore abattu toutes leurs cartes. Bien, monsieur Fay, regardez bien ce document. Hein ? Il s'agit du bornage de votre téléphone portable la nuit du crime. 22h25, regardez, c'est là. À cette heure-là, vous nous avez dit que vous êtes chez vous, et vous noterez que votre téléphone portable n'accroche pas la borne qui est la plus près de chez vous. Hein ? Regardez. Il accroche une autre borne, qui est pas loin, je vous le concède, mais une borne qui se trouve tout à côté de l'endroit où on a retrouvé la voiture calcinée de Delaveau Magali. Je vous écoute, monsieur. C'est peut-être le moment de nous dire la vérité, non ? D'accord, c'est moi qui l'ai tué. Vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé, monsieur Fay ? Ce soir-là, on s'est disputé avec Magali. Enfin, plus qu'une dispute, c'est monté très haut. Et comme on avait notre fils qui dormait dans la chambre, on n'a pas voulu le réveiller. Alors on est descendu dans le garage. Et là, j'ai perdu mon sang-froid. Quel était le motif de cette dispute, monsieur Fay ? On n'était pas d'accord justement sur l'éducation de notre fils. Et puis il y avait la jalousie aussi. Dites-nous précisément ce qui s'est passé, monsieur Fay. J'ai juste voulu la faire taire. Alors j'ai posé ma main sur sa bouche et elle s'est débattue. Elle m'a dit « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Je lui ai dit « T'as rien fait ?» Je lui ai dit « Je t'aime » Et puis j'ai continué à la serrer. Et elle se débattait. Et moi j'avais toujours ma main sur sa bouche et sur son nez. Et voilà. À un moment, elle est tombée. Et là, j'ai réalisé qu'elle était morte, quoi. Et je me suis mis à chialer. J'ai pas voulu la tuer. J'ai pas voulu, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai complètement vrillé. Donc, un homicide involontaire. Après, je l'ai mise dans sa voiture. J'ai pris 2 bidons d'essence. Et je me suis dit, je vais aller m'immoler par le feu avec elle, quoi. Je voulais mourir avec elle, comme elle. J'ai roulé, un peu au hasard. Et quand je suis arrivé sur place, j'ai pas eu le courage. Puis j'ai pensé à mon fils, je me suis dit, il va se retrouver sans personne, sans sa mère, sans son père, alors j'ai planté la voiture contre un arbre, j'ai arrosé d'essence, j'ai mis le feu. Je suis rentré à la maison. Petite observation. C'est touchant hein, qu'il ait pensé à son fils. À cette réserve près que maintenant qu'il vient d'avouer, le gamin va tout de même se retrouver sans parent. Bref. Donc, si on veut bien croire ce qu'il raconte, il n'a pas vraiment voulu tuer Magali. Il a juste serré la main sur sa bouche, elle se débattait, il a maintenu la main, elle est tombée, et elle était morte. Quasiment un accident. En tout cas, rien de volontaire, et encore moins quelque chose de prémédité. Sauf qu'on sait par l'autopsie que Magali ne s'est pas débattue. Sauf qu'en vérité, on n'étouffe pas quelqu'un par accident. Sauf qu'avant d'aller mettre le feu à la voiture, il envoie le SMS de 21h41 pour se donner un alibi. Preuve qu'il n'a pas du tout l'intention de mourir, du tout l'intention de se suicider. Ajoutez à cela le contenu de ce SMS,
Bon courage pour le travail, je t'attends pour aller nous coucher. Enfin, c'est d'un cynisme stupéfiant. Pour quelqu'un qui vient de tuer, c'est là qui il écrit « Bon courage ». Bref, son récit ne tient pas la route. Et le juge d'instruction et les gendarmes sont fondés à penser qu'il a prémédité son coup. Mais comme le juge n'en a pas la preuve, il le renvoie devant la cour d'assises pour homicide volontaire et pas pour assassinat. Le procès de Jérôme Faille s'ouvre 3 ans après le meurtre, en mai 2018, devant la cour d'assises de Privas. Les parents de Magali sont là, bien sûr, avec ce sentiment de trahison. Songez que le jour des obsèques, en larmes, Jérôme a jeté un peu de terre d'Ardèche sur le cercueil. Le salaud. Et d'ailleurs, c'est aux parents que Jérôme Faille s'adresse dès le début du procès. J'ai envie de leur demander pardon. Mais en même temps, je sais que c'est impardonnable ce que j'ai fait. Ils avaient confiance en moi. Ils me voyaient comme le gendre idéal. Je suis désolé. La mère de Magali tient une photo de sa fille dans les mains. Et elle finit par lui répondre. J'aurais jamais pensé qu'ils puissent faire ça. Quand ils l'ont arrêté, j'ai dit aux gendarmes, ils se trompent. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Vous vous souvenez que ce sont les parents qui sont allés dire aux gendarmes, c'est lui. Et d'ailleurs, après quelques jours de procès, la mère finit par reconnaître qu'elle l'a soupçonné depuis le début. Dès que j'ai su que la mort de Magali était d'origine criminelle, j'ai eu un doute sur Jérôme. Mais je voulais pas le reconnaître. Je voulais pas que ce soit lui. Pour le petit, quoi. La mère, qui dit aussi à la barre quelque chose de bouleversant. Mon petit-fils, le fils de Magali et Jérôme, qui a aujourd'hui 5 ans et demi, il m'a dit l'autre jour, « Mamie, qui me tuera, moi, quand je serai mort ?» Le témoignage des experts psychologues est évidemment très attendu. Jérôme Faille apparaît comme ayant une personnalité qui se caractérise par un moi grandiose, un moi égocentrique, avec des traits narcissiques et une mauvaise maîtrise de ses affects. Et lui, Jérôme Faille, maintient jusqu'au bout sa version des faits. On se disputait, j'ai voulu la faire taire, et puis elle était par terre, et elle bougeait plus. Il n'aura convaincu personne. Le 1er juin 2018, Jérôme Faille est finalement condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Et par la même occasion, il perd aussi l'autorité parentale sur son fils. Europe 1. On de la raconte. Christophe Ondelatte. Une histoire stupéfiante de secte aujourd'hui. Une secte installée à Agen dans le Lot-et-Garonne à la fin des années 90 et puis en Ardèche au début des années 2000. Une secte avec à sa tête un gourou qui se faisait appeler Tang, de son vrai nom Robert Lédine. Je vous préviens, cette histoire va vous faire tomber de votre chaise. Histoire écrite avec Okis, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Au mois d'avril 2007, à Saint-Giron, en Ariège, un couple, Dominique et Isabelle, se présente à la gendarmerie. Ils viennent dénoncer un gourou qui, disent-ils, les a ruinés. Et vous allez voir, pas que. Voilà, il faut que je commence par le début. Ça fait 22 ans, oui, à peu près 22 ans, qu'on fait partie, mon mari et moi, d'un groupe d'amis. Enfin, disons, en vérité, une secte, quoi, oui. Une secte, puisqu'il y a un gourou. Un gourou ? Et quel gourou ? Il se fait appeler Tang.
Mais son vrai nom, c'est Robert Ledeen. Et vous y êtes toujours dans cette secte? Non. On a quitté le groupe très récemment. On a tout arrêté, Et ça se passe où, ça? Au début, c'était du côté d'Agen. Mais il y a 2 ans, Tanguy, il a décidé de venir s'installer ici, en Ariège. Mais nous, on est d'Agen. Et avec notre travail, on est tous les 2 fonctionnaires. On pouvait plus venir que le week-end. Mais l'année dernière, Tanguy, il m'a appelé, moi, pas mon mari, moi, pour que je vienne à plein temps, ici, en Ariège. En me disant que les missions particulières allaient reprendre, et qu'il fallait que je sois là. Les missions particulières? Ça veut dire quoi, ça? Par exemple, c'est une épreuve comme manger que du riz pendant 1 mois. Mais surtout, il y a les missions particulières plus intimes. Enfin, sexuelles. Des viols? Oui. Enfin, c'est pour ça, je pense qu'il voulait que je revienne. Mais ça, je l'avais jamais dit à mon mari. Alors, plutôt que de retourner dans le groupe, j'ai préféré tout lui raconter. Dans le bureau d'à côté, Dominique le mari raconte la même histoire, mais avec son ressenti à lui. Quand j'ai appris ce que Tang avait fait à ma femme, ça a été comme un coup de massue, quoi. Parce que moi, j'avais passé 22 ans à placer ma confiance en Tang, à sacrifier ma vie à la collectivité, des années de dons, de sacrifices, de privation, pour finir par me retrouver ruiné à 50 ans, en plus, parce que il réclamait tout le temps de l'argent. Et nous, on lui a donné tout ce qu'on avait. Mais là, apprendre que pendant tout ce temps, Isabelle a été régulièrement violée, je me dis, mais c'est l'inverse de ce qu'il nous demandait, ça. C'est l'inverse de son message. Il nous a trahis. Il n'est pas l'élu de Dieu, comme il disait. Il nous a raconté n'importe quoi. C'est pour ça qu'on a décidé de quitter la communauté. Et depuis, comment ça se passe? Depuis, on reçoit des menaces. Des menaces de la part des autres. Ils nous traitent de traîtres. Parce qu'il faut savoir que la communauté, il y a une loi dedans qui dit que quand on a suivi l'élu de Dieu, si on s'en détourne, on s'expose à la mort. Et on nous a toujours dit que si on se détournait de Tang, ça serait la mort, quoi. Bien. Écoutez, on va prendre votre plainte. Ah non, on veut pas déposer plainte. Vous comprenez? On a peur des représailles. Mais vous pouvez faire une enquête, quand même. Et le pire, c'est que Dominique est douanier. Et Isabelle, sa femme, greffière. 2 fonctionnaires qui évoluent dans le même milieu de la justice. Et qui pourtant se sont fait berner comme des gamins. Il doit être convaincant, ce gourou, pour embobiner à Pandore. Et donc, s'ils ne veulent pas porter plainte, tant pis. Les gendarmes de Saint-Giron alertent quand même le procureur. Et le procureur décide, lui, d'ouvrir une enquête préliminaire. Et donc, dans le cadre de cette enquête préliminaire, les gendarmes décident de se rencarder sur cette communauté. Et le meilleur moyen, c'est d'appeler la gendarmerie la plus proche du bled où ils sont installés, la commune de Bonac-Irassin. Oui, bonjour, c'est la brigade de Saint-Giron ici. Dis-moi, Robert Ledeen, ça te dit quelque chose? Ledeen? Oui, bien sûr, on le connaît. Il est à la tête d'une communauté dans le coin. Et ils sont nombreux dans cette communauté? Oui, enfin, c'est nombreux, je dirais une 40aine de personnes, hommes, femmes et enfants. Et ils sont installés comment? Dans une maison? Plusieurs maisons, en vérité, un hameau, tu vois. Et lui, le gourou, là, il a une maison, et les autres sont répartis dans d'autres maisons autour. Et t'as eu des plaintes à leur sujet? Des plaintes, non, ça... Après, je peux pas te dire que les voisins s'inquiètent pas, ça serait mentir.
Mais en revanche, je sais que l'association ADFI de Toulouse, c'est une association qui s'occupe des sectes, les a à l'œil, hein. Et t'as une idée de ce qu'ils font dans cette communauté ? Écoute, je sais qu'il distribue des tracts dans lesquels lui, Tang, se présente comme un expert en arts martiaux. Et dans les tracts, il y a des trucs religieux. Bon, a priori, rien d'inquiétant, hein. L'enquête des gendarmes révèle que Robert Ledeen a 48 ans, qu'il est métis, son père est vietnamien d'où son nom, et sa mère française. Et évidemment, il sera encore aussi auprès de leurs collègues d'Agen, puisque c'est là-bas qu'il semble avoir commencé sa carrière. Écoute, c'est un type qui a eu pas mal d'activités humanitaires ici dans la région, hein. Pendant 10 ans, il a distribué des repas chauds au SDF. Alors, il faut que tu saches qu'il a créé il y a quelques années une association qui s'appelle ADLEIF, A-D-L-E-I-F. Ça veut dire Association de défense des libertés dans l'institution française. Et alors que cet asso, elle figure dans la liste des 172 sectes qui sont jugées dangereuses dans un rapport de l'Assemblée nationale, hein. Et c'est là qu'en fouillant dans leurs fichiers, les gendarmes ariégeois découvrent que le zigoto a eu des problèmes avec la justice en 1987 à Agen. À cette époque, il avait un cabinet de guérisseurs. Et un jour, il a vu débarquer une pauvre femme au bout du rouleau. On va l'appeler Françoise, son nom a peu d'importance. Elle avait une petite fille handicapée. Voilà, monsieur Ledeen. Les médecins m'ont dit que son handicap, c'était irréversible. Et je viens vous voir pour savoir s'il n'y a pas quelque chose à faire quand même. Écoutez, oui. Je pense que par une imposition des mains, je peux régénérer ces cellules atrophiées. Ça devrait avoir un effet. Un type qui vous dit ça, vous, et moi surtout, on part en courant. Mais pas la pauvre Françoise. Et lui, Ledeen, a flairé un pigeon à plumer. Alors 1 mois plus tard, il la rappelle. Dites Françoise, je suis tombé en panne de voiture, là. Je suis pas loin de chez vous. Vous pourriez m'héberger pour la nuit ? Et le poisson mord à l'hameçon. Ledeen débarque non pas seul, mais avec sa compagne, chez Françoise, et son mari. Et le lendemain, ils sont toujours là. Et la semaine suivante aussi. Et 1 mois après, ils sont encore là. Et pendant ce temps, il les embobine lentement. J'ai un groupe d'amis autour de moi. Nous étudions la mystique chrétienne. Ça vous dirait que je vous les présente ? Et là, débarquent les amis, c'est-à-dire une quinzaine de personnes, dont Dominique et Isabelle, dont je vous parle depuis le début de cette histoire. Et ils s'installent chez Françoise et son mari, Pépouze. On a du mal à le croire, mais il se laisse faire. Lui, Robert Ledeen, prend la chambre du haut, et tous les autres, y compris les propriétaires de la maison, se retrouvent à dormir dans une seule pièce, en bas, sur un matelas. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que toute cette petite communauté se met à vivre sur le seul salaire du mari de Françoise qui ne moufte pas. Sacré embobineur tout de même que ce Tang. Et c'est pas fini. Vous devez vous purifier, Françoise. Et donc vous allez manger du riz. Que du riz dans les semaines et dans les mois qui viennent. 8 mois à ne bouffer que du riz. Et ça passe. Et Françoise lui demande régulièrement. Et pour ma fille, Tang, l'imposition des mains, c'est quand ? Ah, il faut attendre le feu vert de Dieu. Faut être patient et méritant. Et c'est là que Tang trouve une maison pas loin d'Agen et que toute la communauté de gogo va s'y installer. Françoise et son mari y passent 6 ans. Tout leur argent est siphonné par la communauté. Et bien entendu, un jour il est question que Françoise couche avec les autres membres. Et là, blocage. Elle refuse et elle quitte la secte. Et surtout, elle porte plainte. Et en juillet 1987, Robert Ledeen alias Tang
est condamné à 2 ans et demi de prison pour extorsion de fonds sous la contrainte, détournement de biens et abus de confiance. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Eh bien que le zozo qu'Isabelle et Dominique viennent de dénoncer à la gendarmerie a un passé, et même un sacré passé, qui crédibilise leur récit. À partir de là, les gendarmes tentent d'accumuler un maximum de témoignages. Parce que quand il est sorti de prison, évidemment, Tang a repris en main sa communauté. Avec une nouvelle obsession, recomposer les couples. Il fait la liste des femmes et il leur colle un nouveau mari. En fonction de son inspiration divine, bien sûr. Sachant que lui a un droit de cuissage sur toutes les femmes. Il appelle ça un travail sexuel dans le cadre d'une mission mystique. Il s'agit de laver les femmes de leurs fautes. Plus c'est gros, plus ça passe. Et il y a même un moment, accrochez-vous, où Tang fait une étrange demande à Isabelle, celle qui vient d'aller voir les gendarmes. Il m'a demandé de me mettre toute nue dans la voiture et de rester nue pendant qu'il conduisait dans les rues d'Agen. C'est bien tordu, ça. Et elle le fait. Allez, je vous en raconte encore une. La nuit, Robert Ledeen prétend qu'il reçoit des messages de Dieu. Et donc le matin, il demande qu'une femme vienne au pied de son plumard pour transcrire les messages divins sur un petit carnet. Eh bien, cette séance se termine toujours par une petite pipe et prière de ne pas perdre une goutte de la substance divine. Incroyable. La question que vous vous posez, et que je me pose aussi, c'est comment ces gens ont pu gober tout ça sans moufter. Dites-moi, Robert Ledeen, il employait la force, la violence pour obtenir ce qu'il voulait? Ah non, c'est plus compliqué que ça, parce que moi j'avais peur que tous les malheurs s'abattent sur moi. Voilà, à cause de la loi du retour. La loi du retour? Mais qu'est-ce que c'est? Mais Tang, il disait que si tu fais mal, t'auras le mal. Et donc, si on lui désobéissait, on pouvait avoir un accident de voiture, ou une maladie grave, ou un incendie. Il nous avait aussi donné à chacun des noms de pays. Des noms de pays? Et pourquoi faire? Eh ben moi, par exemple, j'étais Israël. Et donc, à chaque fois que je faisais le mal, eh ben, il s'abattait sur mon pays, donc Israël, une famine, quoi, une guerre, ou un tremblement de terre, je sais pas. C'était à cause de moi, quoi. Parce que sinon, à part ça, en Israël, tout va très bien, c'est connu. Il ne se passe jamais rien. Vous entrevoyez la perversité du système. Faire porter aux adeptes la responsabilité des malheurs du monde, les culpabiliser. Je ne vous ai pas encore parlé de ce que le gourou fait aux enfants. Parce qu'il y a des enfants dans cette communauté, des garçons et des filles. Les gendarmes en retrouvent une. Elle a 20 ans aujourd'hui. Mais elle raconte ce qui s'est passé quand elle avait 10 ans. Moi, je suis né dans la communauté. Et c'est Tang lui-même qui a marié mes parents. Et quand j'étais petite, il me considérait comme une princesse. Et quand j'ai eu à peu près 10 ans, il m'a demandé si je voulais être son épouse plus tard. Et c'est là qu'il a commencé à m'embrasser sur la bouche, avec la langue, et puis à me toucher. Une autre petite fille, rentrée dans la communauté quand elle avait 6 ans, raconte qu'elle a été tellement dégoûtée par ce que lui faisait Tang, qu'à un moment elle s'est gavée comme une oie pour devenir grosse et pour qu'il l'oublie. Bon, je crois que je vous ai assez raconté d'horreur, et je ne sais pas quel est votre avis, mais
Il est peut-être temps d'aller lui passer les pinces à ce Tang. Le 5 septembre 2007, après 6 mois d'enquête préliminaire, Robert Ledeen est placé en garde à vue à la gendarmerie de Saint-Girons. Est-ce qu'il a l'air paniqué? Ah non, non. Il est parfaitement calme. Oui, c'est vrai, je dirige une communauté chrétienne. Mais c'est un groupe de gens libres de venir, de partir quand ils le souhaitent. Moi, je force personne à me suivre. En ce sens, c'est pas une secte, vous voyez. Notre unique objectif, c'est de faire le bien autour de nous en aidant les plus fragiles, les plus démunis. Et à quel titre, Monsieur Ledeen, dirigez-vous cette communauté? Ma vocation remonte à 1982. C'est la date à laquelle j'ai reçu la visitation de Jésus-Christ. Et il m'a chargé d'une mission. Des femmes, Monsieur Ledeen, vous accusent de viol. Oh, non, j'ai jamais violé personne. Bon, alors c'est vrai, j'ai eu des relations avec beaucoup de femmes du groupe, mais je les ai jamais forcées. C'est entre adultes consentants, c'est pas interdit que je sache. Modestie mise à part, j'ai beaucoup de succès avec les femmes, c'est comme ça, moi j'y peux rien. 2 jeunes femmes mineures à l'époque se plaignent d'attouchements sexuels de votre part. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Ah là, ça me choque beaucoup. Moi personnellement, je condamne la pédophilie. Alors j'ai pu embrasser sur la bouche une gamine 1 ou 2 fois, ça c'est possible. Vous savez, je suis quelqu'un de très sensible, émotif, et bon, dans un élan de joie, je peux être très expansif. Mais ces baisers sur la bouche n'ont rien de sexuel. Je vous assure. Mais que valent ces dénégations face aux témoignages? Rien. À l'issue de sa garde à vue, Robert Ledeen est déféré devant une juge d'instruction qui le met en examen pour une liste de motifs longs comme le bras. Viol aggravé, viol sur personne vulnérable, agression sexuelle sur personne vulnérable, agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans et abus de confiance sur personne en état de sujétion psychologique. Et direction, la tôle. Et maintenant, la juge veut comprendre. Elle veut comprendre comment tous ces gens se sont fait berner à ce point. D'où vient leur crédulité, leur soumission, leur aveuglement. Comment ont-ils pu livrer à cet homme leur temps, leur corps et leur argent? Elle demande aux gendarmes d'entendre tous les membres, ou presque, de la communauté. Et tous ont au moins un point commun. Lorsqu'ils ont rencontré Robert Ledeen, il venait de vivre, ou vivait encore, un événement psychologiquement éprouvant. Une agression, un deuil, un divorce, une maladie. Et lui, il leur a proposé une issue. Une issue qui s'appuyait sur une religion respectable. La religion chrétienne. Pourquoi se méfier d'un chrétien? C'est bien, un chrétien. Est-ce qu'il n'y a pas des églises dans toutes les villes et les villages? Il nous disait qu'il était l'un des 3 messies envoyés sur terre. Le premier, c'était Jésus. Le second, c'était Maître Philippe. C'était un guérisseur mystique du 19e siècle. Et le troisième, c'était lui. Et nous, on était ses apôtres. Et si on suivait ses enseignements, il nous disait qu'on échapperait à la fin des temps. Il nous disait qu'elle était proche. Et que grâce à lui, on serait sauvé par des extraterrestres qui viendraient nous chercher. Un fond de vérité, Jésus, et des mensonges à sa sauce. Il raconte qu'après le repas, le soir, tout le monde se réunissait pour suivre ses enseignements. Parfois, ça durait au moins jusqu'à 3 heures du matin. On dormait pas plus de 4 heures par nuit. C'était l'une des clés de son système. La fatigue, l'épuisement, pas le temps de se poser de questions. Attention, devant les gendarmes, tous ne se plaignent pas. Des femmes viennent dire qu'elles étaient consentantes quand elles couchaient avec lui. Et elles accusent ceux et celles qui se plaignent d'être jaloux, c'est tout.
Et d'autres qui ont donné tout leur argent au gourou disent qu'ils ne le regrettent pas une seconde. Comment voulez-vous que je le regrette? Enfin, grâce à lui et à mes dons, j'ai quand même une place réservée au royaume de l'au-delà. Alors non, je le regrette pas. Stupéfiant, hein? L'emprise. À un moment donné, la juge d'instruction désigne une experte psychologue pour rencontrer le zigoto. Bon, alors je l'ai vu, hein, madame la juge. Je dirais, pour dire les choses rapidement, et je vous enverrai mon rapport, que bon, c'est quelqu'un qui ne souffre d'aucune psychopathologie. J'ajoute qu'il a une intelligence qui est très supérieure à la moyenne. Je dirais que c'est le type même de la personnalité narcissique. Il n'aime que lui, et il exige qu'on l'aime, avec tout de même une forme de perversité qui est centrale, hein, chez lui. Sans surprise. Comme dans toute instruction, à un moment donné, la juge ordonne une enquête de personnalité. Et là, on apprend que Lédine est née à Agen, deuxième d'une fratrie de 6 enfants. Une famille pas très riche, mais a priori, il a eu une enfance plutôt heureuse. Sa maman accepte de rencontrer l'enquêteur de personnalité. C'était, comment dire, un enfant émotif, oui. Il se sentait pas vraiment bien avec ses frères et sœurs. Et il avait tendance à se réfugier dans la solitude, oui. Et puis, je crois qu'il était assez touché par le fait que son père était vietnamien et que les gens se moquaient de lui. Et puis après, il a eu aussi des problèmes à l'école, au point que vers l'âge de 13 ans, on a été obligé de le mettre dans un foyer pour le recadrer. Oui, le recadrer. Et c'est à peu près à cette époque-là qu'il a commencé à s'intéresser aux arts martiaux. Et il est ressorti de tout ça avec une formation, un diplôme. Oui, il a passé un CAP de cuisine, mais après, il n'a jamais fait de cuisine. Et d'ailleurs, il n'a jamais vraiment cherché à travailler. Et puis forcément, l'instruction s'intéresse à son train de vie, à ses comptes bancaires, à ses déclarations d'impôts. Vous savez combien il déclarait de revenus tous les ans? 8 000 €. Mais les gendarmes vont fouiner sur ses comptes en banque. Oh, dis donc, le Marlou, figure-toi que ces 3 dernières années, il a dépensé 183 000 €. Si je calcule bien, ça lui fait 7 000 € par mois. Il n'a pas tout déclaré, hein? Et pour cause. Ça n'est pas de l'argent qu'il a gagné, c'est de l'argent qu'il a volé à ses adeptes. Jusqu'à nouvel ordre, on ne déclare pas les vols aux impôts. Les membres de la communauté expliquent comment ça se passait pour l'argent. Et bien, tous les couples devaient verser au minimum, je dirais, 6 100 € exactement, par an. C'est comme ça qu'il s'est offert de belles bagnoles, et c'est comme ça, et ça c'est la meilleure, qu'il pouvait engloutir des sommes folles à la roulette, au casino, ou au tiercé, ou au quintet au bar tabac du coin. Une mission divine, sans doute. Quel escroc! Au bout de 3 années d'instruction, Robert Lédine est renvoyé devant la cour d'assises. Il risque jusqu'à 20 ans de prison. Son procès s'ouvre le 10 septembre 2010 à Foix. Et il comparaît libre. Robert Lédine est arrivé libre à la cour d'assises de Foix, entouré de quelques proches et d'adeptes issus de sa communauté, devenue son comité de soutien. La démarche peu assurée, les traits tirés derrière des verres fumés et le cigarillos aux lèvres, l'homme dénonce un complot et réfute les accusations de viol et d'agression sexuelle. Pour lui, personne n'était contraint de rester à ses côtés. Gourou, leader spirituel, le monde ne me fait pas peur. Hein. J'ai animé un groupe d'amis à la voix mystique chrétienne. Chacun était libre de venir ou de partir. Heureusement, aux marches du palais de justice, Isabelle est là pour faire entendre une autre musique. On ne pouvait pas partir, c'était une prison mentale. Un de ses grands enseignements, c'était de faire périr le vieil homme. C'était notre individualité, notre libre arbitre. Quand vous n'avez plus d'individualité, de personnalité, vous êtes en fait un esclave du maître.
Et dans ce procès, Isabelle vient témoigner à la barre. Elle parle pendant 4 heures. Et à la fin, après avoir vidé son sac, elle manque de s'effondrer. Les victimes mineures de l'époque, bien sûr, viennent témoigner, elles aussi. Elles sont entendues à huis clos. L'accusé tente de contester leurs accusations, mais sans convaincre. L'avocate générale réclame entre 10 et 12 ans de prison. Les avocats de Robert Ledeen tentent d'imposer la thèse de la jalousie et de la vengeance des plaignantes, mais sans convaincre. Monsieur Ledeen, levez-vous, je vous prie. Comme le prévoit la loi, vous avez la parole en dernier. Nous vous écoutons. Je veux dire que je suis innocent, mais quel que soit le verdict, je l'accepterai. Je prendrai ça pour une épreuve. Voilà tout. Après 3 heures de délibéré, Robert Ledeen est condamné à 15 ans de prison. Mais contrairement à ce qu'il avait dit, il fait appel, le bougre. 2e procès en mars 2012. Et il a eu raison de faire appel car il est acquitté des accusations de viol, d'escroquerie et d'emprise mentale. Il n'est condamné que pour agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Et il en prend pour 10 ans, c'est-à-dire 5 ans de moins. Qu'il ne fera pas d'ailleurs puisqu'il est libéré en 2016 pour raison de santé. D'après ce que je crois savoir, il est revenu dans le hameau de Bonac-Irassin, en Ariège, où il a toujours autour de lui une petite troupe de quelques adeptes. Il a donné récemment une interview à la radio locale 100%. Toujours droit dans ses bottes. Qui ne veut pas me suivre ne me suit pas et je le respecte profondément. Qui veut me suivre vient m'écouter et reçoit et il en fait ce qu'il en veut. Certaines personnes sont beaucoup plus engagées, ont réalisé, ont été là avant le procès, ont été là pendant le procès, continuent à l'être maintenant. Et je pense que chaque conscience, chaque vie, chaque destinée, chaque choix de vie est à respecter, que l'on croit ou pas. Ah, il travaille, enfin. Il serait chargé de communication pour une société de chauffage et de climatisation. Souffler le chaud et le froid est devenu son métier. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.